Plein feu sur les potentialités agro-silvo-pastorales et artisanales des Cascades. Plus de 250 producteurs sont appelés à exposer leur savoir-faire à Sendou. La foire régionale a ouvert ses portes ce matin en présence du chef de l'État. On parlera aussi dans ce journal du 15e congrès ordinaire de l'ADF-RDA. Au cœur de la réflexion, le parti de l'éléphant face aux défis de la transition politique et du renforcement de la démocratie. Nous parlerons aussi dans ce journal de bioéthique avec l'ouverture demain à Ouagadougou d'un colloque international sur la question. Le professeur Jacques Sempouré est notre invité ce soir pour nous parler de cette importante rencontre. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina et toutes nos excuses pour ce retard au démarrage de ce journal. Nous ouvrons donc ce journal par l'arrivée du président du Faso à Sendou où il va présider l'ouverture de la foire agro-silvo-pastorale des Cascades. C'est au pied des pics de Sendou que le chef de l'État a été accueilli par une population sortie nombreuse ce matin. Jacques Lamissa Tarpaga. Le président du Faso, Blaise Compaoré, est arrivé ce matin à Sendou pour présider la 4e foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale de la région des Cascades. Il a été accueilli au pied des pics de Sendou par une population fortement mobilisée. Le chef de l'État, les membres du gouvernement et les délégations invitées sont acclamés ici par les femmes, les jeunes, bref, une foule fort heureuse de voir le président à ses côtés et avec le sobriquet connu du président. 250 producteurs sont venus exposer à Sendou tout le savoir-faire de la région des Cascades en matière de production agro-silvo-pastorale et artisanale. Un savoir-faire qui a d'ailleurs été récompensé ce matin à la cérémonie d'ouverture de la foire avec 5 prix du président du Faso et 60 autres des ministères et institutions. La foire régionale de Sendou porte sur les technologies de transformation des produits locaux, état des lieux et stratégies de vulgarisation dans la région des Cascades. C'est le président du Faso qui a donc donné le coup d'envoi de cet événement. Nous suivons Jacques Lamissa Tarpaga. Une esplanade fraîchement aménagée et un marché relooké accueillent la cérémonie d'ouverture de la foire régionale des Cascades. Nous sommes à Sendou, dans la province de la Léraba. Le président du Faso, reçu ici en triomphe, est venu présider la cérémonie. Il y a également les parrains Alain-Edouard Traoré, Joseph Bissiri Sirima et Mélégué Maurice Traoré. Les producteurs agricoles, les éleveurs, les artisans, tous sont aussi là à ce rendez-vous de valorisation des produits locaux. Et justement, le thème est bien à propos, technologie de transformation des produits locaux, état des lieux et stratégie de valorisation dans la région des Cascades. L'innovation introduite dans le programme des foires de Piyako est l'organisation d'un forum des acteurs qui réunit les 10 acteurs autour d'un thème qu'ils choisissent eux-mêmes. Ces 10 travaux ont permis de dégager quelques recommandations fortes, telles que la demande de mise en place de laboratoires permettant de certifier la qualité des produits transformés, l'installation d'une unité de fabrique d'emballage, la mise en place d'une organisation fêtière des transformateurs, la mise en place d'une chaîne de foire pour la conservation des produits, la facilitation de l'accès aux nouvelles technologies de transformation, enfin l'accès au crédit tant attendu par l'ensemble des producteurs. Ils sont 250 exposants à cette 4e foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale. Pour cette édition à Sendou, la Côte d'Ivoire et le Mali sont présents avec des exposants, une occasion d'échange et de partage d'expériences. Pour le maire de Sendou, Djakalidja Ouattara, les producteurs n'arrivent pas souvent à tirer le meilleur profit de leur labeur, mais cette fois est une opportunité pour eux d'ajouter de la valeur aux fruits de leur travail. C'est d'ailleurs dans ce sens que parmi les 250 exposants, 65 ont été récompensés. Le prix du président du Faso est revenu à 5 producteurs dans les filières agriculture, ressources animales, eau, environnement et artisanat. Les autres prix sont venus des parrains, des ministères et des institutions. Les lauréats ont reçu du matériel agricole, de transformation, des attestations et des sommes d'argent pour une valeur totale de 97 millions de francs CFA. C'est sur les félicitations du chef de l'État aux lauréats que rendez-vous a été pris pour 2015 à Gorom-Gorom dans la région du Sahel. La foire, quant à elle, se poursuit jusqu'à dimanche à Sendou.
Vous aurez la réaction du président du FASO et d'autres personnalités à cette fois, ainsi que d'autres informations sur cet événement au cours de ce journal et dans nos prochaines éditions. Les différents acteurs présents à la foire avaient auparavant ouvert le débat autour de la thématique au cœur de l'événement, une occasion de passer en revue les potentialités dans la région en matière de productivité et de faire des recommandations pour améliorer les revenus des producteurs. Draman Kabouri. 2 communications ont fait l'objet des discussions entre les acteurs. L'une portant sur le thème de la foire, à savoir transformation des produits locaux, état des lieux et stratégie de vulgarisation, et l'autre sur les potentialités agro-silvo-pastorales de la région des Cascades. Pour le président du comité d'organisation de la foire, ce forum est très important dans la mesure où il permettra de poser les difficultés liées à la production des produits et de dégager des solutions idoines. Il ne suffit pas d'organiser une foire pour rassembler les acteurs qui vont se retrouver sur l'aire de la foire sans que ces gens s'asseyent pour voir, en tout cas parler un peu de leurs difficultés, échanger des expériences et voir quelles sont les nouvelles mesures qu'ils peuvent prendre pour pouvoir booster leur production. Comme le thème l'a indiqué, et technologie et de transformation des produits locaux, quelle est la stratégie que nous allons pouvoir prendre pour pouvoir vulgariser davantage cette technologie au niveau de la région des Cascades. Les acteurs ont tour à tour posé leurs préoccupations qui se résument entre autres au manque de moyens financiers, au problème d'écoulement de leurs produits et à l'insuffisance de ressources pouvant accroître la productivité. Ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est bien, mais on veut qu'il ajoute un petit plus encore. Même quand on dit que ce n'est pas suffisant là, souvent c'est le manque de moyens qui fait que ce n'est pas suffisant. Et puis encore, nous, on a des problèmes aussi d'écoulement. Pour le président de la Chambre régionale d'agriculture, ce forum permettra aux acteurs de faire une rétrospective sur leur mode de production et d'écoulement. À un moment donné, nous voulons nous arrêter pour voir en matière de transformation dans la région des Cascades, quel est le potentiel que nous avons. Qu'est-ce que nous avons pu faire, tirer les leçons de tout ce que nous avons pu faire pour essayer d'améliorer l'existant et apporter de nouvelles technologies. À l'issue des échanges, 4 recommandations ont été formulées, à savoir la traduction du document de référence et les conclusions du forum en langue nationale djoula, le renforcement des capacités des acteurs en termes de formation sur l'ensemble des filières qui ont été abordées au cours des échanges, l'alphabétisation des acteurs en langue nationale djoula et l'amélioration dans la recherche du sujet. Le petit bémol du jour, c'est qu'il va falloir patienter encore un peu pour la route Banfora-Sendou. Le rendez-vous du 22 avril 2014 sera difficile à respecter. Les travaux accusent un retard, mais l'entreprise chargée du chantier promet livrer la chaussée au plus tard le 1er avril 2014. C'est en tout cas l'assurance qu'elle a donnée au Premier ministre qui est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux hier. Suivons Amadou Lougué. Les travaux de construction et de bitumage de la route Banfora-Sendou prévus sur 18 mois accusent un retard. Accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw est venu constater l'état d'avancement des travaux estimé à un taux de 66%. Conseil par là, instruction par-ci, le chef du gouvernement a parcouru ce tronçon distant de 50 km avant d'aller échanger à Sendou avec les premiers responsables du compact américain et ceux de l'entreprise Colas en charge des travaux. Après avoir visité aujourd'hui le chantier, je suis relativement optimiste. Optimiste parce que l'entreprise est à 66% du taux d'exécution, même si le deadline c'est pour le 22 avril. Et nous avons eu une séance de travail. L'entreprise nous a rassuré que le chantier sera terminé pour fin juin. Le Premier ministre a tenu quand même à féliciter cette entreprise pour la qualité des travaux en cours. Mais je tiens vraiment à féliciter l'entreprise. Sincèrement, pour une chose que j'ai observée, c'est la qualité vraiment de la chaussée, c'est la qualité des ouvrages. On est venu parce que le compact, cet accord entre nos deux gouvernements a un délai fixe. Il n'y a pas de possibilité de prolonger ça. Donc ça prend fin le 31 juillet et il faut que tout le travail soit terminé. C'est l'occasion vraiment, il faut le dire, à cette étape-là, nous avons encore un soutien inestimable de notre partenaire qui véritablement nous épaule vraiment pour que nous puissions avancer. Le coût total de réalisation de l'axe Banfora-Sendou est évalué à près de 15 milliards de francs CFA. À terme, cette route qui est vivement attendue par les populations riveraines va sans doute contribuer au désenclavement
et au développement de cette localité du Burkina Faso. Autre point de l'actualité, et nous parlons politique maintenant avec le 15e congrès ordinaire de l'ADF-RDA qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Le parti de l'éléphant face au défi de la transition politique et du renforcement de la démocratie, c'est le thème de la réflexion. Un congrès qui sera couplé du Forum libéral africain et qui abordera la problématique de la gouvernance démocratique en Afrique. Sur la cérémonie d'ouverture, le compte-rendu de Maxime Zongo. Des militants et sympathisants venus de toutes les provinces du Burkina, des représentants de différents partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, une trentaine de délégations étrangères du beau monde à cette cérémonie d'ouverture du 15e congrès du Parti de l'éléphant. Le thème de la réflexion, l'ADF-RDA face aux défis de la transition politique et du renforcement de la démocratie. À l'heure où les successions au pouvoir et les transitions politiques en Afrique se font de façon désastreuse, les démocrates libéraux que nous sommes sont interpellés vigoureusement afin de changer la donne. Nous devons pouvoir endiguer ces phénomènes qui fragilisent la cohésion sociale, délitent l'unité nationale et ruinent les efforts pour une paix durable et un développement harmonieux et équilibré. Vous comprendrez alors pourquoi le Forum libéral et le congrès du parti qui débute aujourd'hui sont entièrement consacrés aux enjeux et aux défis de la gouvernance et de la transition démocratique au Burkina Faso et plus généralement en Afrique. Avant que le président de l'ADF-RDA ne prenne la parole pour situer les enjeux de ce 15e congrès, ce sont une quinzaine de représentants de partis amis qui se sont succédés et tous, à travers des interventions fort émouvantes, ont prôné le dialogue, la tolérance, la concertation face à cette étape cruciale de notre histoire politique. Des questions d'actualité en rapport avec la situation politique nationale seront ainsi passées en revue par les participants. Les conclusions attendues sont destinées à réaffirmer les positions du parti dans le cadre de la consolidation de la démocratie. Ce 15e congrès sera couplé avec le Forum libéral africain, un cadre de dialogue sur les enjeux de la gouvernance démocratique en Afrique. De diplomatie dans ce journal pour nous rendre en Espagne, où l'ambassadeur Éric Thiaré a présenté les copies figurées de ses lettres de créance à un haut commissaire pour transmission. Par cet acte, le nouvel ambassadeur de Burkina Faso dans ce pays peut exercer pleinement ses fonctions. Et le diplomate burkinabé qui a pour résidence Paris veut compter sur l'appui des consuls honoraires pour renforcer la coopération entre le Burkina Faso et l'Espagne. Le commentaire de Zalissa Sanfo. L'ambassadeur du Burkina Faso en Espagne présente les copies figurées de ses lettres de créance à un haut commissaire de ce pays appelé introducteur des ambassadeurs. Les copies figurées précèdent la remise des lettres de créance qui seront, elles, reçues par Sa Majesté le Roi d'Espagne. La remise des copies figurées des lettres de créance représente pour moi un moment fort avant, bien sûr, donc, la remise officielle des lettres de créance. Mais cet acte-là me permet, dès à présent, de travailler en Espagne comme si j'étais vraiment... de travailler sans barrière. Donc je suis officiellement... À partir de ce moment-ci, je peux officiellement donc mener mes activités en Espagne. Ils sont environ 4000 Burkinabés à résider dans ce pays et pour la défense de leurs intérêts, 2 consuls honoraires sont commis à la tâche. Hilario Teruel Montaner pour la région de Valenciennes et Karidia Fright Konaté pour celle de Madrid. Bon, ce que j'envisage, c'est justement de m'appuyer sur ces personnes-là. Parce qu'étant justement à Paris, il n'est pas évident donc, de pouvoir suivre un certain nombre de dossiers. Mais avec les consuls honoraires sur place, je crois que ça sera vraiment un moyen pour moi donc, d'être en contact avec les différents compatriotes, d'être en contact avec donc, les autorités espagnoles. Le séjour espagnol de l'ambassadeur Thiaré répond à un souci de développer la coopération entre le Burkina Faso et l'Espagne. À cet effet, Son Excellence a déjà entamé une séance de travail avec l'Agence espagnole de coopération internationale. À l'issue de ces travaux, un jumelage entre la ville de Castellón et celle de Bobo-Dioulasso est attendu.
Et le monde de la diplomatie burkinabé endeuillé avec la disparition de l'un des pionniers des ambassadeurs de Burkina Faso, Pierre Ilboudo. L'ambassadeur Pierre Ilboudo est décédé le 8 mars dernier à Ouagadougou à l'âge de 78 ans et a été inhumé dans son village natal à Bonsirman ce jeudi. C'est un diplomate qui a occupé des fonctions au plan national et international dès les années 60 et cela jusqu'à la fin des années 80. C'est Sylvestre Da. Très peu connu des jeunes générations, l'ambassadeur Pierre Ilboudo, fauché par la mort le 8 mars dernier à l'âge de 78 ans, est pourtant un monument de la diplomatie burkinabé. Pendant 25 ans, il a occupé les plus hautes fonctions diplomatiques pour le compte du Burkina, soit entre 1966 et 1989, date à laquelle il est admis à la retraite. Pierre Ilboudo était un diplomate de carrière burkinabé qui a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc au ministre des Affaires étrangères, en 1966, sous la Mizana. C'était vraiment un monument en termes de savoir sur la diplomatie burkinabé, sur le continent, mais aussi sur les Nations Unies, parce que, comme je l'ai dit, il a travaillé au niveau du système des Nations Unies. C'est une personne, une personnalité qui a tracé des sillons, qui nous a montré la voie et certainement qui nous a fait aimer le métier. Au point de vue de l'homme, il a toujours travaillé pour les autres. Pierre n'a jamais eu d'ambition personnelle. À son domicile dans le quartier Koulouba de Ouagadougou, les proches du défunt ont organisé une veille de prière pour lui dans la nuit du mercredi 12 mars. Occasion pour les chefs de la diplomatie burkinabé et pour les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina présents à Ouagadougou pour leur traditionnelle conférence annuelle de venir rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Et il me revient qu'il a été le premier ambassadeur dans les années 74, comme ça, et que c'est lui en fait qui a ouvert l'ambassade après la période où il y avait un blanc qui l'occupait. Donc ça fait une fierté pour nous. Et sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à la diplomatie burkinabé et à ce titre-là, le ministère lui doit beaucoup. Au matin du jeudi 13 mars, la dépouille mortelle de l'ambassadeur Pierre Ilboudo est conduite à la cathédrale pour l'oraison funèbre. Ce fut un moment de recueillement, mais aussi de prière pour le repos de l'âme du disparu. De l'église, Pierre Ilboudo est accompagné jusqu'à Bonsirman, son village natal, situé à une quarantaine de kilomètres de Kombisiri dans le Bas-Zéga. C'est là qu'il repose désormais dans la concession familiale. L'ambassadeur Pierre Ilboudo laisse derrière lui 3 orphelins éplorés, 2 filles et un garçon, tous adultes. Santé à présent, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et ses partenaires se concertent pour améliorer l'offre de services aux populations. La problématique des médicaments de contrefaçon et la récurrente question du paludisme sont sur la table des discussions. Le tout, c'est de consolider les acquis de la CAMEG pour une meilleure disponibilité des produits. Nathalie Savadogo Napaloum. Promouvoir les médicaments génériques dans les structures de distribution et de dispensation du secteur public, lutter contre les médicaments contrefaits, c'est tout le sens de cette rencontre entre la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et ses partenaires. Ils vont se pencher aussi sur le protocole de prise en charge du paludisme. Nous poursuivons le même objectif, c'est de faire en sorte que les populations aient le bon médicament. Nous avons jugé utile par moment de s'asseoir, échanger ensemble pour que les produits que la CAMEG importe puissent correspondre aux besoins des praticiens sur le terrain. Également, un deuxième thème qui sera échangé, c'est les médicaments contrefaits. Il y a un bon canal qui est là, qui a été mis en place par l'État, c'est la centrale d'achat, la CAMEG. Troisième du genre, après les rencontres de 2003 et de 2008, celle de 2014 se veut une relance et une consolidation d'un cadre d'échange entre la CAMEG et ses partenaires de distribution sanitaire, des hôpitaux et des directions régionales de la santé. Pour le ministre de la Santé, la CAMEG est un outil de la politique sanitaire de son département. Un des défis donc du secteur de la santé, c'est de veiller à faire en sorte que nous ayons un médicament disponible auprès des populations et accessible, et des médicaments de qualité. Et dans ce cadre-là, nous utilisons donc la centrale d'achat des médicaments génériques, la CAMEG, comme un des moyens pour nous assurer un approvisionnement régulier et sécurisé des médicaments. Et naturellement, la distribution du médicament
fait intervenir plusieurs acteurs au niveau de la chaîne et il était tout à fait indiqué que ces acteurs-là puissent se réunir pour pouvoir discuter des problèmes qu'ils rencontrent, pour voir comment également lutter contre les médicaments contrefaits. Les responsables de la CAMEG souhaitent que ces praticiens de la santé adhèrent davantage à leurs produits et qu'ils expriment leurs besoins afin que la CAMEG puisse leur satisfaire. Cette rencontre va se poursuivre dans les jours à venir à Bobo-Dioulasso et à Fada. Les femmes de Tengango sont les plus heureuses ce jour et pour cause, en réponse à leur demande, 2 ambulances ont été offertes au CSPS du village par le maire de Komsilga. Voici qui devrait faciliter l'évacuation sanitaire des malades. Bouma Ernest Nebier. La mairie de la commune rurale de Komsilga plus que jamais déterminée pour le bien-être de ses populations. Elle vient d'offrir au centre de santé et de promotion sociale du village de Tengango 2 ambulances neuves. D'une valeur de près de 64 millions de francs CFA, ce matériel roulant va aider le CSPS dans l'évacuation des malades. C'est le budget communal. Vous savez que chaque année, à l'approche du 8 mars, nous rencontrons toutes les femmes pour pouvoir programmer. Et après la célébration du 8 mars, il faut qu'elles puissent nous déposer un rapport. Donc les préoccupations des femmes étaient que la mairie puisse acquérir des ambulances pour pouvoir faciliter les évacuations, surtout les femmes qui ont des accouchements difficiles et les différents malades qu'il faut évacuer vers Ouagadougou. Donc c'était les préoccupations de 2013. Dieu merci, 2014, nous avons pu acquérir les ambulances. C'est ça que nous avons profité les inaugurer. La remise des ambulances est effectuée le même jour que l'inauguration du CSPS. Un centre de santé dont la construction a coûté plus de 52 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Il va éviter aux populations de la localité de parcourir de longues distances pour se faire soigner. Avant le CSPS, nous partions à Zexé pour nous faire soigner. Ce CSPS va nous soulager car il va nous permettre de nous soigner et de soigner nos enfants sur place. Le CSPS est composé de logements d'infirmiers, d'un dispensaire et d'une maternité. Nous en venons à notre page entretien. Demain s'ouvre à Ouagadougou un colloque important, un colloque international sur la bioéthique qui va réunir chercheurs et hommes de sciences et de culture. Sur cette rencontre et sur la problématique au centre d'intérêt, nous recevons le professeur Jacques Saint-Pouré. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du JT de la télévision de Burkina. Professeur, dites-nous, demain, donc le colloque qui se tiendra toute une journée, simplement une journée. Ce colloque va aborder des problématiques assez pointues comme la bioéthique et la recherche scientifique, la problématique de la bioéthique et ses perspectives. Professeur, cette question est-elle si importante pour qu'on s'y penche? Est-ce qu'il y a un problème de bioéthique véritablement et comment cela se pose, ce problème? Vous savez, merci beaucoup pour vos questions. Vous savez que la bioéthique est fondamentale pour l'homme d'aujourd'hui. C'est même la bioéthique canalise, balise le chemin à suivre, soit au niveau de la recherche, soit au niveau de l'application de la recherche. Donc, même au niveau de la vie, si nous prenons au niveau de la vie, quand vous parlez de l'avortement, il faut quand même qu'on y réfléchisse. Quand vous parlez, par exemple, de soins, il faut qu'on y réfléchisse. Quand vous parlez, par exemple, de la recherche, il faut qu'on réfléchisse pour voir est-ce que c'est opportun. Tout ce que l'homme peut faire, est-ce que c'est automatiquement qu'il doit le faire? Donc, les problèmes que nous allons aborder demain sont très très pertinents. Par exemple, la première conférence sera les nouvelles frontières des sciences biomédicales et les défis éthiques. Vous savez, il n'y a plus de frontières. Chaque jour, les frontières sont repoussées vers des extrêmes. Donc, par conséquent, il faut que la bioéthique soit là pour canaliser nos actions. On aura aussi des critiques épistémologiques des sciences biomédicales et de l'éthique. Donc, il y aura des thèmes très, très, très pertinents et qui se rapportent à notre train-train quotidien. Parce qu'il faut souvent ces débats pour élever le niveau de la culture même de nos citoyens. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a besoin de modèles. S'il n'y a pas de modèle, s'il n'y a pas quelque chose qu'il peut avoir comme des perspectives, on ne regarde que ce qui est immédiat. Et là, vraiment, on navigue à vue.
Professeur, vous avez abordé la question de l'avortement qui se pose. Il y a d'autres débats tels que la question de l'euthanasie ou de la procréation assistée. Ce sont des questions en tout cas qui font débat actuellement. Et est-ce qu'il faut songer à légiférer autour de ces questions-là? Est-ce que le colloque de demain va véritablement se pencher sur ces questions et comment vont se mener les débats? Certainement, on va débattre sur l'avortement. Au Burkina Faso, on sait qu'il y a 3 cas. L'État, comme État laïque, permet qu'il y ait 3 cas pour l'avortement. Quand il y a viol, quand il y a inceste et quand la santé maternelle est en jeu. En dehors de ça, jusqu'à présent, l'avortement est limité. Celui qui le fait, il y a les normes. Quant, par exemple, à l'euthanasie et à la dysthanasie, l'euthanasie, vous savez que la Hollande, la Belgique, ils ont déjà accepté pour les adultes, dans un état de souffrance, ils peuvent demander à ce qu'on les euthanasie. On les tue. On débranche ou l'euthanasie passive ou active. On a tout dernièrement, même vous avez suivi que la Belgique a permis l'euthanasie même en pédiatrie, pour les enfants. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que l'homme, dans la souffrance, est-ce qu'il ne peut pas trouver autre chose? Donc, on va en discuter, on va en débattre et on verra ce qui peut s'en suivre. Et on verra qu'est-ce qu'on peut orienter. Parce que ces arguments méritent, même pour l'homosexualité. Est-ce que on sait que parfois il y a certains qui disent que c'est lié, il y a des domaines où c'est lié génétiquement. Et il y a des domaines aussi, c'est les copains qui vous entraînent. Il y a des prédispositions. On sait qu'il y a des petites prédispositions que si c'est adapté à la société là où vous êtes, vous pouvez la voir, c'est comme l'alcoolisme. L'alcoolisme, il y a des prédispositions. La folie, il y a des dépressions où il y a des prédispositions. Mais si les facteurs naturels ne sont pas là, à ce moment, ça ne s'applique pas. Vous pouvez mourir à 100 ans sans même avoir la dépression, sans avoir même les problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, on va aborder les problèmes de la procréation assistée aussi, parce que ça commence à être une réalité au Burkina. Donc, on va voir l'opportunité. Est-ce que c'est faisable? Quels sont les problèmes autour? Parce qu'il ne faut pas mettre le pied là où on n'est pas sûr. Parce que dans ces domaines-là, ce n'est pas parce qu'on peut faire qu'il faut le faire. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut réfléchir, débattre, et maintenant, on verra qu'est-ce qu'on peut en faire. Et au-delà des débats, qu'est-ce que vous attendez comme résultat de ce colloque-là? Et surtout, est-ce que ce colloque va vraiment nous éclairer davantage au Burkina Faso sur ces points que vous venez d'évoquer? Moi, je pense qu'on a invité des gens, des personnes ressources, comme par exemple le président de l'Académie nationale des sciences de Burkina Faso, qui est le professeur, le général Djiramde, qui est vraiment compétent dans ce domaine. On a invité, par exemple, le professeur Amadé Badini, qui est un grand philosophe. On a invité le docteur Joseph Sawadro, qui est un expert même dans ce domaine. Et sans oublier le professeur Charlemagne Ouedraogo, qui est un expert dans le domaine. Donc, c'est leur contribution, leur input vraiment nous aidera vraiment à comprendre la question et de pouvoir nous orienter. C'est le but même. Et de pouvoir même préparer le congrès de bioéthique, le 3e congrès, parce qu'on a déjà fait les 2 congrès en 99, en 2007, à Ouaga 2000, et on pense à un autre congrès de bioéthique du point de vue international les années qui suivent. Professeur, ce colloque qui se tient demain se tient donc dans le cadre de la célébration des 400 ans de la naissance au ciel de Saint Camille de l'Hélice, fondateur de la communauté camilienne, qui a fait dans la lutte contre la maladie et la promotion de la santé sa vocation. À Ouagadougou, on connaît bien Saint Camille et dans bien d'autres villes. Alors, parlant de vos projets, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous évaluez votre contribution à la promotion de la santé au Burkina Faso, professeur? C'est un peu difficile, mais je dirais quelque chose. Il suffit de regarder Saint-Camille
vous pouvez voir, on n'a pas besoin de mots, de paroles. On sait que Saint-Camille se présente, il y a les soins. Par jour, par exemple, Saint-Camille, le centre médical Saint-Camille, nous avons près de 950 personnes qui entrent, qui sortent pour des soins. Si vous regardez le CERVA, le centre de recherche biomoléculaire Pietranicoune, si vous regardez combien de gens, combien de recherches, combien de publications scientifiques internationales sont effectuées chaque année, c'est énorme. Si vous prenez un neuro avec la chirurgie, vous voyez que c'est quand même très bien. Si vous prenez notre centre d'humanisation et d'éthique et de bioéthique, le Camiliano, vraiment ça apporte une culture de la santé. Il faut humaniser la santé. Ce n'est pas seulement piquer, ce n'est pas seulement prélever, mais il faut humaniser. Parce qu'on voit en Europe, dans leurs hôpitaux, c'est bien, il y a là, c'est bien moderne, c'est bien vraiment plateau technique moderne, mais parfois le malade se retrouve seul. L'humain n'est plus présent. Il devient un numéro. Tandis que quand même, il faut un visage humain. Voilà, quand vous arrivez à l'hôpital et on vous sourit, le malade me mettait chaqué. Mais quand il voit le médecin, le visage renfroyé, il dit que je vaux mieux que ce type-là. Donc, moi je pense qu'il faudra des méthodes d'approche pour aider le malade aussi à retrouver la santé. Merci beaucoup, professeur, d'être venu nous parler ce soir du colloque international sur la bioéthique qui se tient demain donc, à Ouagadougou. Merci pour toutes ces précisions et bon vent à vous. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et nous repartons à Sendou pour visiter maintenant l'aire d'exposition. Le président de Faso a donné le top d'envoi des expositions pour cette 4e fois donc régionale de Sendou sur l'aire d'exposition des produits de l'agriculture, de l'artisanat, des ressources animales et halieutiques et de l'environnement. Blaise Compaoré a encouragé les producteurs pour leur contribution à la sécurité alimentaire. Ouidia Rokia Sanou. Les stands d'exposition s'ouvrent ainsi aux visiteurs et acheteurs présents à Sendou pour la foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale des Cascades. Quelques signes par-ci, de brefs échanges par-là et le président du Faso salue et encourage des exposants visiblement émus de son passage dans leur stand. Je pense que la visite nous a beaucoup... Non seulement ça nous a émus, mais bon, on a eu un vrai plaisir. Que ce soit la voie que le président a suivie pour venir ici. Oui, bon, le président nous a encouragés. Il dit que la production qu'on a fait, c'est bon, que c'est très bon. Ça nous encourage à faire plusieurs et une augmentation du champ aussi. De l'agriculture à l'élevage, en passant par l'environnement et l'artisanat, c'est une variété de produits locaux transformés ou non qui se laissent découvrir ou redécouvrir dans les différents stands. Et les exposants n'ont qu'un seul objectif, profiter au maximum de cette opportunité pour vendre ou nouer des partenariats fructueux. De cette foire, je sais que nous avons reçu beaucoup des étrangers, des visiteurs, et ça va nous donner encore le marché. Nous savons que nous allons avoir des commandes après cette foire. Bon, comme tout travail artisanal, ce qu'on attend surtout, c'est qu'on nous appuie. Après la foire, bien sûr, c'est bien la foire, mais après la foire, il faut que ce qu'on a découvert pendant la foire, qu'on puisse aider les artisans à mieux s'en sortir. Des attentes qui seront sans doute comblées car le président du Faso promet accentuer l'accompagnement de ses acteurs, non seulement pour l'amélioration de la qualité de leurs produits, mais aussi pour leur écoulement à travers l'accroissement des opportunités de marché. Le programme d'appui au parc de l'Entente renouvelle son engagement pour une diversité biologique et les aires bien protégées. La 3e session ordinaire du PAP a affiché la volonté d'impulser une nouvelle dynamique au programme. À Ouagadougou, il a été question de définir les grands axes de protection des écosystèmes et de l'urgence de sauver les parcs transversaux dans la sous-région. Ousmane Drabo, Zalissa Sanfo. Trouver des pistes de solutions pour mieux protéger le complexe Wapo, regroupant les parcs Double-Vie, Darli, de la Pendiari et le parc togolais Otikiran, répartis entre les 4 pays de la sous-région que sont le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. C'est ce pourquoi se tient ce forum sur le programme d'appui au parc de l'Entente PAPE. Partenaires, ONG et associations, acteurs de la biodiversité étaient présents pour plaider la cause de l'écosystème. Une telle rencontre doit permettre un débat franc pour trouver les solutions qui s'opposent à la gestion de ce parc. L'objectif principal, c'est de garantir
une gestion durable, la gestion de l'écosystème pour les générations futures. Tous ont un rôle à jouer dans la chaîne de protection. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA pour le cadre institutionnel sous-régional, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour le suivi des aires protégées et le soutien au développement local est dévolu aux ONG. L'Union européenne, depuis des décennies, a attaché toujours une importance à tout ce qui concerne l'environnement, la diversification de la nature et attache de ce côté une importance à sauvegarder au maximum la nature, mais bien sûr dans un contexte où toutes les parties prenantes. Les conclusions de ces travaux devront permettre de préserver la base des ressources biologiques, réduire les pressions exercées sur elles et mieux dynamiser les activités génératrices de revenus compatibles avec la conservation. L'ONG Centre d'impact de l'Afrique de l'Ouest met à la disposition des producteurs des technologies appropriées et des semences pour améliorer la production agricole. ECO, qui intervient dans la formation, veut mettre son expertise à contribution pour améliorer les revenus des paysans. L'ONG américaine couvre toute la sous-région ouest-africaine et en guise de lancement de ses activités à Ouagadougou, une visite de terrain que Salinana a suivie. Voici un aperçu de ce que le Centre d'impact de l'Afrique de l'Ouest, ECO, mettra à la disposition des agriculteurs et des paysans pour un meilleur rendement de leur production. Ce champ expérimental montre les bonnes pratiques en matière d'agriculture. L'ONG chrétienne qui vient d'ouvrir ses portes se propose de former les acteurs et d'équiper les communautés en ressources agricoles et en technologies appropriées. Certaines techniques appropriées à nos sols, à nos réalités. Donc c'est ce que nous avons développé donc juste derrière. Donc je crois que c'est ouvert. Les gens qui nous sont venus visiter le travail qui est en train d'être fait, s'ils ont besoin de notre appui, nous le ferons aussi, mais de façon beaucoup plus ouverte. Conscient que l'essentiel de l'économie burkinabé repose sur l'agriculture, le département en charge de la question salue l'action de l'ONG dont le but principal est de procurer le savoir-faire et les bonnes pratiques en vue d'aider les acteurs du développement à être plus efficaces sur le terrain. Nous travaillons à augmenter les revenus des petits producteurs et familiales et afin de réduire la pauvreté et la faim dans notre pays. Et en cela, donc, je voudrais vraiment saluer donc, l'orientation donc, de cette ONG donc, en matière donc, d'appui aux petits exploitants avec des moyens vraiment moins coûteux donc, qui permet effectivement donc, à les petits producteurs d'accéder à ces technologies. Le siège de ECO est basé en Floride, aux États-Unis. Depuis plus de 40 ans, l'ONG œuvre à réduire la faim dans le monde et contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Une chose est d'améliorer la productivité et une autre est de bien écouler les produits agricoles. Il faut maîtriser les ficelles des marchés agricoles pour savoir tirer son épingle du jeu. Les cadres du ministère de l'Agriculture sont à cette école, une formation qui leur permettra de mieux accompagner les producteurs pour une rémunération conséquente. Estelle Judith Assogba. Ces cadres du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire sont chargés de définir la politique de développement et d'orienter les prises de décision en matière d'organisation des producteurs. Dans un contexte marqué par la mondialisation et face à la complexité des mécanismes de marchés agricoles, ces agents doivent avoir une connaissance précise des marchés dans l'optique de favoriser un meilleur écoulement des productions à des prix suffisamment rémunérateurs pour les producteurs. Si ces cadres connaissent mieux le fonctionnement des marchés, la structuration des marchés, la segmentation des marchés, tant au niveau national qu'au niveau régional et international, nous pouvons effectivement accompagner les producteurs à mieux produire parce qu'il faut savoir où se trouve le marché pour mieux choisir sa spéculation et quand produire ou vendre. Afin de leur permettre de mieux cerner les notions et les mécanismes de fonctionnement des marchés, des spécialistes du domaine venus de l'Université de Liège en Belgique vont assurer la présente session de formation. Au niveau de la formation, on va consacrer une première séance qui se tiendra aujourd'hui pour essayer de brosser un aperçu général de tous les principaux concepts de base qui concernent l'analyse des marchés. On verra ensuite des applications beaucoup plus centrées sur le Burkina,
et en particulier sur les produits qui sont issus de l'agriculture irriguée, et voir un peu comment, pour les agents de terrain, on peut essayer de comprendre le fonctionnement, l'organisation, les signaux que véhiculent les prix, afin de mieux conseiller les producteurs dans leur prise de décision. Une maîtrise de tous ces aspects devrait améliorer le niveau d'écoulement des produits agricoles et augmenter les recettes des producteurs. Le département du sport et loisirs s'est retiré à Manga pour sa première réflexion interne de l'année. 2 points ont été abordés à cette rencontre. Il s'agit de la question du transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales et l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2013-2014. Urbain Benite Somé d'Abakini. C'est la cité de l'épervier Manga qui a accueilli ce premier CASEM de l'année du département autour du thème « Transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine des sports et loisirs ». Les membres statutaires ont examiné et adopté le rapport d'activité 2013-2014. En 2013, des résultats significatifs ont été acquis au plan réglementaire. Au titre donc des compétitions, on peut citer entre autres la place de vice-champion d'Afrique en football, le maillot jaune remporté au dernier tour du Faso ou encore le titre de champion du monde WBC Super Coq en boxe. Le sport de masse connaît progressivement un engouement. Qu'à cela ne tienne, des insuffisances sont constatées au niveau de la réalisation des infrastructures sportives où aucun chantier n'a abouti. Il faut également signaler qu'au niveau de la formation, beaucoup reste à faire. Des défis restent donc à relever et le ministère des Sports retient en bonne place l'accompagnement de la décentralisation dont la composante fondamentale est le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Nous avons pu voir un peu quels sont les acquis et les insuffisances et surtout les perspectives. Et nous avons donc été honorés aussi de la participation du secrétaire permanent de la CONAD et du maire de la commune de Touessé qui ont fait quand même des conférences afin que notre ministère puisse en tout cas faire son transfert et dans de bonnes conditions. Les participants ont beaucoup échangé sur le thème avec le secrétaire permanent de la Conférence nationale de la décentralisation et partagé aussi quelques expériences. Ce 29e CASEM a tenu toutes ses promesses au regard des conclusions. Nous avons décidé de faire l'inventaire des référentiels en matière de gestion des sports et de loisirs. C'est en l'absence de ce référentiel que sur le terrain, les gens font des interprétations qui ne vont pas toujours dans le bon sens. On pense que quand on dit organiser le sport, que tout le monde sait exactement ce que ça veut dire. Cela n'est pas juste. Donc il faut qu'on dise exactement, lorsqu'on a dit que telle activité est transférée, en quoi ça consiste exactement, comment on doit faire, quelle est la procédure, quels sont les outils qu'on doit mettre en œuvre pour réaliser cela. Rendez-vous est pris pour le prochain CASEM. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes.